Tout le plaisir est pour moi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Sentez-vous bien, l'émission qui vous rend acteur de votre santé. C'est la tumeur gynécologique bénigne la plus fréquente chez la femme. Elle touche 20 à 80% des femmes. Il s'agit des fibromes. Quelles sont les causes? Comment diagnostiquer les fibromes? Quel traitement pour venir à bout de cette maladie? Faut-il toujours les retirer? Pour répondre à toutes ces questions, nous sommes avec deux spécialistes. Il s'agit du professeur Pamphile Assoumour-Obian, gynécologue obstétricien au CHUL. En face du professeur, docteur Pélagie Nadège Obian, épouse décalée, gynécologue obstétricien au CHUL également. Mesdames, Messieurs, bienvenue sur le plateau de Sentez-vous. Merci beaucoup. Merci. Alors, professeur, tout d'abord, pour commencer, qu'est-ce qu'on entend par fibrome? Alors, le fibrome utérin, qu'on appelle également le myome, appelé également fibromyome, est une tumeur bénigne qui se développe au niveau de l'utérus aux dépens du muscle utérin. L'utérus est cet organe qui sert à recevoir le fœtus, à recevoir l'œuf lorsqu'il y a fécondation et à l'expulser au cours de l'accouchement. Donc ce utérus a trois parties. Sur le plan de la structure, l'utérus a trois parties. De dehors en dedans, la séreuse utérine, le muscle utérin et la muqueuse. Donc le fibrome se développe au niveau du muscle utérin. Ce muscle utérin, qui est cette partie utérus qui sert à créer à l'origine des contractions utérines. Quand la femme accouche, c'est ces muscles qui se contractent pour pouvoir expulser le fœtus. Donc le fibrome se développe au niveau de ces muscles. Voilà pourquoi on appelle fibrome, parce que ce sont des fibres musculaires, donc au niveau des muscles de l'utérus. Voilà le fibrome utérin. Voilà qui est dit. Alors, cette maladie, on en parle très souvent, mais les populations en savent très peu. Comment elle se manifeste? Quelles sont les causes? Frédéric Nancy Pagna et Dina Mohamed répondent à ces interrogations. Parce que dans plusieurs cas, les fibromes sont asymptomatiques, les femmes consultent tardivement, voire pas du tout. Or, selon leur évolution, ils peuvent se manifester et présenter plusieurs signes. Quelles seront ces manifestations? La plus fréquente d'entre elles, c'est le saignement. Généralement, c'est des saignements qui seront abondants pendant la menstruation, ce qu'on appelle des ménorrhagies. Donc, c'est des saignements qui vont, ce sera donc des menstruations qui seront plus abondantes en quantité ou parfois en durée. Donc, c'est une patiente qui va saigner naturellement pendant 4 à 5 jours, mais le flux menstruel, donc le saignement sera un peu plus important. Au lieu de changer 1 à 2 garnitures, parfois elles vont changer 4-5 et souvent sortir sous forme parfois même de caillots de sang. Ou au contraire, une patiente qui va saigner un peu plus longtemps, donc au lieu de saigner 4 à 5 jours, habituellement elle va saigner 1 semaine, 2 semaines. À côté du saignement, on aura parfois des douleurs. Donc c'est le myome qui va s'exprimer sous forme de douleur. À côté de ça, on peut avoir des signes de compression. Donc c'est le myome qui sera plus ou moins volumineux, qui va soit comprimé en avant l'appareil digestif, on retrouve souvent la vessie, ou en arrière l'appareil digestif, souvent le rectum. Donc c'est des patientes qui vont consulter pour des rétentions d'urine ou des patientes qui vont consulter pour des troubles digestifs, notamment des constipations. Les fibromes, on en trouve fréquemment chez les femmes. Pourtant, les causes exactes de leur apparition restent encore inconnues, même si les recherches font un lien avec les hormones. C'est une tumeur bénigne qui va se développer aux dépens de l'utérus, mais il ne va pas forcément s'exprimer, d'accord? Malheureusement, jusqu'aujourd'hui, on ne connaît pas exactement le mécanisme de survenue. Le fibrome est lié, et surtout dans ce qu'on appelle dans un climat d'hyperœstrogénie. Donc, c'est des patientes qui vont présenter beaucoup d'œstrogènes. Donc, les œstrogènes vont entraîner la prolifération du muscle de l'utérus. Mais on ne sait pas pourquoi, chez certaines patientes, il y aura le développement des fibromes. Donc, il y a forcément une cause génétique
dont on n'a pas encore identifié exactement les gènes en cause. D'où le retard souvent de la difficulté de prise en charge. Que si on connaissait la cause, on traiterait depuis la cause pour éviter le développement de cette maladie. À cause de sa particularité, il n'existe pas de traitement permettant d'éradiquer définitivement les myomes, mais différents types de thérapies sont possibles selon la gravité. Alors, professeur, cet élément nous fait un aperçu des causes des fibromes. À quel moment peut-on avoir un fibrome? Alors, à quel moment peut-on avoir un fibrome? Il faut dire que la question a été beaucoup discutée et beaucoup discutée. Il n'y a pas à proprement parler d'étiologie en tant que telle, mais il y a beaucoup plus de facteurs favorisants. Alors, ce qui a été constaté, c'est que le fibrome se développe le plus souvent chez des femmes qui ne font pas des enfants ou qui font peu d'enfants. Voilà. Le fibrome se développe le plus souvent chez des femmes qui ne font pas d'enfants ou qui font peu d'enfants. Dont les femmes dont l'âge se situe entre 25 et 60 ans, 50 ans, 25 50 ans, donc qui peuvent faire des fibromes. Donc les femmes qui ne font pas d'enfants ou qui font très peu d'enfants. C'est ce qu'on a constaté. Et donc, ce qui nous renvoie à dire que la prolifération du fibrome, le fait que le fibrome se développe, est influencé par les hormones. Les hormones. La femme sécrète essentiellement 2 principales hormones au cours de sa vie, essentiellement. Ce sont ces hormones qui sont à l'origine de faire la différence entre un petit garçon et une petite fille, avec les seins qui se développent, les poils qui poussent, avec les hormones qui sont à l'origine de la bonne humeur chez la femme, à l'origine du désir sexuel, à l'origine de la formation des organes génitaux, du fait que les poils poussent au niveau du pubis. Donc, ce sont ces hormones qui sont à l'origine de ça. Donc, ces hormones, malheureusement, en plus de ces bienfaits, ces hormones peuvent également entraîner des proliférations bénignes au niveau des organes sur lesquels elles agissent. Donc, au niveau de l'utérus, ces organes agissent au niveau de l'utérus, donc vont malheureusement être à l'origine du fibrome. Et on s'est rendu compte que ce sont des femmes, comme je l'ai dit, des femmes qui ne font pas d'enfants ou qui font rarement d'enfants. Ah, c'est de 1. De 2, on s'est rendu compte que les fibromes peuvent également se développer chez des femmes qui voient les règles un peu plus tôt, chez les jeunes filles qui voient les règles un peu plus tôt. Une jeune fille qui voit les règles, qui commence à avoir les premières règles à 12 ans, par rapport à celle qui va commencer à avoir les règles à partir de 14-15 ans, celle qui voit les règles à 12 ans est beaucoup plus exposée à faire des fibromes. Ça, c'est le deuxième aspect. Également, l'autre aspect concernant les hormones, on se rend compte que les femmes qui sont en surpoids, les femmes qui sont obèses, en surpoids, font beaucoup plus de fibromes. Et ça, c'est en rapport avec les hormones. Le fait de ne pas faire beaucoup d'enfants, le fait de ne pas faire d'enfants, le fait de voir les règles un peu plus tôt, le fait d'être en surpoids, donc en rapport avec les hormones. Donc, ces aspects-là font que ces femmes-là font beaucoup plus de fibromes. Maintenant, il existe d'autres facteurs, comme les facteurs génétiques, facteurs en rapport avec les gènes. On s'est rendu compte que le fibrome se développe le plus souvent chez la femme de race noire par rapport à la femme de race blanche. Et c'est dû à quoi, professeur? C'est effectivement, on peut le rattacher aux gènes. Aux gènes, on s'est rendu compte aux États-Unis, on s'est rendu compte sur les études sur les populations de race blanche et les populations afro-américaines, on s'est rendu compte que les afro-américaines font beaucoup plus de fibromes. Et donc, ce qui ramène aussi à dire, voilà un autre élément qui ramène à dire que il y a un facteur génétique. Donc, ça veut dire que c'est lié à la constitution génétique, d'abord des personnes de race noire, constitution génétique, et maintenant, dans ces différentes races, il y a également des facteurs génétiques liés à la personne elle-même et puis liés parfois à l'hérédité. Donc, les gènes, parfois, lorsque les parents ont eu des fibromes, il est décrit que les filles, les enfants peuvent avoir des fibromes. Comme, même si les parents n'ont pas eu des fibromes, une personne elle-même peut avoir en elle des modifications au niveau des gènes qui font qu'elle sera plus exposée à faire des fibromes. Donc, il y a des facteurs hormonaux et il y a des facteurs génétiques. Tout un contraste, en tout cas. Alors, docteur Bekale, quels sont les signes du fibrome? Comment est-ce qu'on peut savoir que là, on est atteint d'un fibrome? Merci à Gabon Première
pour l'honneur qui nous est fait aujourd'hui de parler de cette pathologie qui est un peu plus fréquente en consultation dans nos départements de gynécologie obstétrique du Centre hospitalier universitaire de Libreville. En effet, il faut d'abord notifier que à peu près un tiers des fibromes sont symptomatiques. Donc ça veut dire les 2 tiers sont asymptomatiques. C'est au décours d'une consultation, au décours des examens pour autres pathologies, pour par exemple désir de maternité, que on peut découvrir les fibromes chez certaines femmes. Donc chez le tiers qui est asymptomatique, le plus souvent les femmes viennent en consultation pour des douleurs pelviennes. Des douleurs pelviennes qui sont souvent d'abord à type de dysménorrhée, c'est-à-dire des douleurs qui accompagnent ou qui précèdent la période menstruelle. Ces douleurs, au fur et à mesure de la croissance des fibromes, peuvent devenir quasi permanentes. Donc, et le premier symptôme ou le maître symptôme, ce sont les hémorragies génitales. Donc, c'est une femme qui saigne abondamment lors de la menstruation. Ces hémorragies, nous les appelons des ménorrhagies parce que ce sont des hémorragies qui sont abondantes. Soit elles sont abondantes, soit elles durent plus que d'habitude. Associées à ces douleurs pelviennes, nous avons également les complications qui sont liées à l'obstruction ou à l'appui des fibromes sur les organes de voisinage. Vous savez, dans le pelvis, l'utérus n'est pas seul. L'utérus est constitué avec les autres éléments, notamment en avant la vessie. Donc, si le fibrome est gros et qu'il appuie sur la vessie, cette femme-là fera ce qu'on appelle la pollakiurie, c'est-à-dire une envie fréquente d'aller uriner. Parfois, cette envie fréquente peut se transformer même en une rétention aiguë d'urine. C'est-à-dire la femme a vraiment des difficultés ou a une impossibilité d'uriner. Donc, hormis les causes, les complications vésicales, en arrière de l'utérus, nous avons ce qu'on appelle le rectum. Donc, ces femmes-là, lorsque le myome appuie sur le rectum, par exemple, on peut se retrouver avec des femmes qui sont souvent constipées. Parfois, ça peut aller jusqu'à ce qu'on appelle le syndrome occlusif ou subocclusif, c'est-à-dire un arrêt de gaz ou un arrêt des gaz et des matières, c'est-à-dire de la défécation. Parfois, nous pouvons avoir ce qu'on appelle des complications liées aux vaisseaux qui irriguent. Vous savez que dans l'organisme, il y a des vaisseaux, il y a des veines, il y a des artères qui irriguent, en fait, qui apportent le sang vers les organes pour que ces organes-là fonctionnent de manière optimale. Lorsque ces vaisseaux aussi sont obstrués par les myomes, on peut avoir ce qu'on appelle les œdèmes, une grosse jambe ou bien des varices au niveau des jambes. Ces varices, on peut même avoir ce qu'on appelle une thrombose veineuse profonde, c'est-à-dire un caillot de sang qui oblitère un vaisseau sanguin, une veine. Hormis ces différentes complications, nous avons aussi des complications liées à la fertilité. Parce qu'il a été noté on va en parler tout à l'heure, un peu plus loin dans le programme, mais j'ai quand même envie de revenir, docteur. Lorsqu'on parle des fibromes, on dit que c'est une tumeur bénigne. Est-ce qu'il y a un lien avec les cancers, par exemple? Selon les études qui ont été menées à travers le monde entier, il n'a pas été mis une relation entre le myome et le cancer. C'est une tumeur bénigne. Ce n'est pas une tumeur cancérigène. Et elle ne peut pas, en aucun cas, se transformer en cancer. C'est 2 choses différentes. D'accord. Alors, je vous l'ai dit tantôt, environ 20 à 80% des femmes en âge de procréer sont touchées par les fibromes. Les chiffres recueillis par nos équipes démontrent que cette pathologie est la plus fréquente au service gynécologique du CHUL. On regarde cet élément de Frédéric Nonsi-Pagna et Dina Mohamed. En
En l'absence d'études nationales, les chiffres compilés des plus grandes structures sanitaires du Gabon montrent que le fibrome est assez répandu. Nous avons fait une étude sur 3 ans au Centre hospitalier universitaire Libreville et au Centre hospitalier Mère-Enfant Fondation Jeanne Ebori. Nous avons vu toutes les patientes qui étaient hospitalisées dans le service de gynécologie interne, c'est-à-dire qu'on enlève tout ce qui est comme grossesse, on enlève la maternité, on met de côté, on prend les patientes qui sont hospitalisées dans le service de gynécologie, qui viennent pour toutes sortes de maladies. Nous nous sommes rendus compte que le fibrome constituait 20% des hospitalisations. 2 femmes sur 10 ont des complications en rapport avec les fibromes. 20% de cas d'hospitalisation en gynécologie uniquement pour les fibromes, un chiffre assez parlant qui laisse entrevoir une réalité plus alarmante sur la population féminine générale. Il y a des chiffres qui prouvent que dans la population générale, entre 20 à 40% ont des fibromes. Il y en a celles qui ont des signes, il y a d'autres qui n'ont pas de signes. Avec des consultations souvent tardives, les conséquences des fibromes sont énormes, notamment sur la fertilité de la femme gabonaise. Parmi les femmes qui sont opérées pour complications de fibromes, parce qu'on s'occupe de ces femmes lorsqu'elles sont déjà au stade de complications. Soit elles saignent beaucoup, soit elles ont des gros fibromes, soit elles ont des problèmes d'enfantement. Et nous nous sommes rendus compte que les premières causes de complications, c'est le saignement. La première cause de complications, ce sont des femmes qui effectivement saignent, et on s'est rendu compte que plus de la moitié de ces femmes qui sont opérées pour des problèmes, plus de la moitié ont des problèmes pour faire des enfants. Parmi les femmes qui sont opérées, il y a au moins 10% qui, après, tombent enceintes. De plus, en gynécologie, après la césarienne et l'opération chirurgicale de la grossesse extra-utérine, l'ablation des fibromes est la 3e opération la plus pratiquée. De ces données, les fibromes utérins sont clairement un fléau qui mérite une réponse adéquate. Professeur, ces données font peur après avoir regardé ce reportage. Comment justifier cette hausse des chiffres en termes de fibromes dans votre service? Effectivement, comme nous l'avons vu, les études ont été faites et nous avons constaté qu'effectivement, les femmes hospitalisées, les femmes qui sont hospitalisées dans le service de gynécologie, il y a 20% qui sont hospitalisées pour fibromes. Mais ces femmes viennent parce qu'elles viennent au stade de complications. Elles viennent au stade de complications. Mais qu'est-ce qui peut l'expliquer? Mais si nous regardons cette étude que nous avons faite de 2019 à 2021-22, nous nous rendons compte que ces femmes, la majorité, donc il y a 25%, un quart des femmes n'a pas d'enfant. Parmi ces femmes, dont l'âge moyen est de 39 ans, la moyenne d'âge de 39 ans, avec des extrêmes de 25 à 55, 56, 58. Donc, la majorité, donc le quart de 25%, une femme sur 4 n'a pas d'enfant. Comme je l'ai expliqué dans les facteurs génétiques. Et une femme sur 4 a un enfant. Donc, si on associe, on se rend compte que près de 50% des femmes ont ou plus un enfant. Sur les 50% des femmes qui ont été hospitalisées, on se rend compte qu'elles ont ou plus un enfant. Donc, soit elles ne font pas d'enfants, soit elles n'ont pas beaucoup d'enfants. Est-ce que ce n'est pas dû au fibrome? Ce n'est pas d'abord dû au fibrome. C'est d'abord d'autres raisons qui sont des raisons qui sont nombreuses. Ça peut être la scolarité, ça peut être l'activité professionnelle, ça peut être d'autres problèmes pour pouvoir faire des enfants. Mais ce qu'on a constaté, que les femmes qui ne font pas des enfants, comme l'expression nous dit, les femmes qui n'accouchent pas des enfants accouchent des fibromes. Les femmes qui ne font pas des enfants se retrouvent avec des fibromes. C'est d'abord ça. Parce que les femmes qui font régulièrement des enfants, malheureusement, on n'en trouve pas beaucoup aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils font des enfants tous les 2 ans, ont rarement des fibromes, ou du moins, si elles ont des fibromes, elles ont un petit fibrome. Mais celles qui se retrouvent avec des gros fibromes et beaucoup de fibromes sont celles qui n'ont pas d'enfants, mais parfois, elles ne font pas exprès. Soit elles n'arrivent pas à faire des enfants, il y en a qui n'arrivent pas à faire des enfants et les fibromes poussent. Il y en a qui préfèrent espacer les naissances ou bien ont décidé de ne pas faire beaucoup d'enfants et se retrouvent avec les fibromes. Donc, ce n'est pas d'abord le fibrome qui est la cause.
c'est d'abord le problème, et il y a d'autres raisons qui font qu'elle ne puisse pas faire d'enfant. Mais maintenant, dès que les fibromes s'installent, là, les fibromes aussi vont être à l'origine d'une infertilité, d'une stérilité, dès qu'elles s'installent. Mais la première raison, c'est qu'elles ne font pas d'enfants pour d'autres raisons que nous connaissons aujourd'hui, comme je l'ai dit, la scolarité, l'activité professionnelle, ou bien d'autres causes de stérilité. Mais malheureusement, dès qu'on ne fait pas d'enfants et qu'on arrive, on a 35 ans, 40 ans sans faire d'enfants, on se retrouve le plus souvent avec des fibromes. Alors, ça veut dire que c'est un danger. Est-ce que là, les fibromes sont dangereux? Pardon? Ça veut dire que c'est un danger en vous entendre expliquer. Est-ce que ça veut dire que les fibromes sont dangereux? Oui, les fibromes sont dangereux de toute façon, comme nous allons le voir dans les complications. Dangereux à cause de leurs complications, dangereux à cause de leur fréquence. Parce que on se rend compte, comme on l'a dit, c'est la première pathologie tumorale bénigne. La première pathologie tumorale bénigne dans les pays d'Afrique subsaharienne, la première pathologie tumorale bénigne. Et donc, à partir du moment où elle devient fréquente, elle est donc à l'origine, effectivement, d'autres problèmes, notamment la stérilité, vont entraîner stérilité, vont entraîner des problèmes de couple, les femmes qui ne pourront plus avoir des rapports sexuels, vont entraîner des problèmes au niveau de la scolarité, avec l'absentéisme sur le plan professionnel. Donc, effectivement, les fibromes constituent un problème à cause de leur fréquence et à cause de leurs complications. Donc, ça devient un problème de santé publique. Alors, docteur Biquier, comment diagnostiquer les fibromes? Nous allons dire que pour diagnostiquer le fibrome, c'est d'abord l'interrogatoire qui va nous orienter vers le diagnostic. Le fait qu'une femme vienne en consultation pour les motifs que j'ai suscités, le fait qu'elle décrive un certain nombre de symptômes, et maintenant lors de l'examen physique, parce qu'il faut dire que déjà à la palpation, lorsque nous sommes un médecin bien entraîné, rien qu'à la palpation, nous pouvons déjà suspecter un fibrome utérin. Mais l'examen de choix qui nous permet de faire le diagnostic du fibrome, c'est l'échographie pelvienne, qu'elle soit faite par sonde endovaginale ou par sonde abdominale. Et un autre examen que nous faisons, mais qui est un peu plus coûteux, c'est l'IRM pelvienne qui nous permet vraiment de donner la cartographie, c'est-à-dire les différentes localisations du fibrome, la taille et tout dans le but de pouvoir faire une intervention chirurgicale. Alors, une fois le diagnostic établi, quel est le traitement? Il faut dire que comme toute tumeur, c'est-à-dire une prolifération de cellules, il faut l'extirper. Le meilleur traitement en fait du fibrome, c'est l'ablation. L'ablation, que ça soit partielle, c'est-à-dire des fibromes uniquement, ou l'ablation totale de l'utérus. Nous l'avons dit plus haut que le fibrome se développe au niveau du muscle utérin. Pour que le fibrome ne se développe plus dans ce muscle, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'enlever. Mais pour l'enlever, il y a un certain nombre de facteurs qui sont intriqués, notamment l'âge de la patiente, la localisation du fibrome, le désir ou non de maternité ou de paternité et surtout des complications qui en découlent. Donc, généralement, lorsque le fibrome est asymptomatique, on ne le traite pas du tout. Lorsqu'il est asymptomatique, on ne le traite pas puisqu'il ne gêne pas le quotidien de la femme. Donc, nous le surveillons par contre. C'est lorsqu'il devient symptomatique que l'on le traite. Et les traitements dépendent. Nous pouvons parler des traitements, comme je le disais, le meilleur traitement, c'est l'intervention chirurgicale. Mais il faut savoir que lorsqu'il y a des réticences ou lorsque, on va dire, les complications ont fait en sorte, par exemple, que l'anémie soit vraiment grave, une anémie sévère, on est obligé de donner certains traitements pour essayer d'améliorer la qualité de vie de la patiente. Ces traitements, si ce sont des douleurs pelviennes, nous allons donner des antalgiques, du paracétamol, ça dépend du palier de la douleur. Nous allons donner des anti-inflammatoires non stéroïdiens, nous allons donner des anti-hémorragiques, nous allons donner des anti-hémorragiques. Lorsque le fibrome se fait saigner, nous donnons les anti-hémorragiques. Et nous avons aussi des molécules que nous donnons pour essayer non seulement d'arrêter, de stopper les saignements,
mais essayer de réduire la taille de la tumeur en vue d'une intervention chirurgicale. Ce sont ces molécules qu'on appelle les analogues de la GnRH qui permettent justement de réduire et de stopper les hémorragies. Alors, docteur, vous avez parlé tantôt des saignements. Il s'agit de quel type de saignement? Est-ce que c'est des saignements comme lorsque une femme est en période de menstrues, par exemple? En fait, il peut s'agir des saignements comme lorsqu'une femme est en période de menstruation. Mais à la différence que ces saignements vont durer, comme je le disais tantôt. Si la dame avait l'habitude d'avoir des menstruations pendant 3 ou 4 jours, elle va se mettre à saigner pendant 1 semaine, voire 2 semaines et entraîner ce qu'on appelle une anémie. Ou parfois, dans ce cas, on les appelle les ménométorragies. Ou parfois, elle peut saigner pendant le nombre requis de jours, mais saigner abondamment. C'est une femme qui va venir en consultation et déclarer que docteur, d'habitude, je mettais des serviettes hygiéniques, maintenant, je porte des couches. Et ces couches-là sont imbibées de sang. Ce ne sont pas des petites quantités, c'est vraiment des très grandes quantités de sang, de menstruation. Alors, les fibromes ont un impact sur la fertilité, fibromes et grossesse. Voici le reportage réalisé par Fernande Zangvé et Dina Mohamed. Deux femmes sur 10 souffrent de fibromes. Cette pathologie gynécologique impacte nul doute l'organisme de la femme. Quelles sont ses complications? Ce fibrome qui s'est développé en arrière de l'utérus va comprimer le rectum et la femme a du mal à faire des selles, la constipation. Toujours dans les complications de compression, si le fibrome se développe de manière latérale, ça va comprimer les vaisseaux iliaques, notamment la veine iliaque. C'est une femme qui vient consulter parce que non seulement elle a la douleur, mais elle présente aussi une grosse jambe. On va se rendre compte qu'elle a ce qu'on appelle une thrombophlébite, c'est-à-dire un caillot de sang qui s'est formé dans une veine du membre inférieur parce que le sang ne retourne plus vers les vaisseaux iliaques et vers le cœur. Donc, c'est en majorité des complications. Donc, il y a des complications, si je me résume, hémorragiques, qui sont l'apanage. Parce qu'il faut savoir que les complications, en fait, sont dues à la localisation des myomes. C'est vrai, ça se développe au dépend du muscle utérin, mais en fonction de la localisation, on aura aussi des complications. Celles qui en souffrent connaissent le plus souvent le problème d'infertilité. Allons-y comprendre. En fonction de la localisation de myomes, la femme parfois peut avoir des difficultés à concevoir. Surtout pour les myomes qui sont à localisation interne dans la muqueuse. La cavité n'est plus régulière, l'environnement de la nidation devient impropre. Donc cette femme-là peut avoir la difficulté à concevoir. L'utérus est en forme de triangle. Donc, il y a le sommet est un peu inversé et puis on a les sommets qui nous permettent de l'abouchement des trompes. Si le myome se localise à ce niveau, cette femme-là aura du mal à tomber enceinte. Pourquoi? Parce que nous savons tous que la fécondation se fait au tiers de la trompe. Donc, pour que le spermatozoïde ascensionne, va au niveau de la trompe, il faut que ça passe au niveau de ce qu'on appelle les cornes utérines. Parce qu'il y a des trous en ce niveau, les hosties, qui permettent que le spermatozoïde aille jusqu'au tiers externe de la trompe. Donc, si le myome est à ce niveau, ça va bloquer l'ascension. Ça va bloquer la migration du spermatozoïde. Logé souvent à l'intérieur de l'utérus, le fibrome bouleverse la vie de plusieurs femmes, laissant des conséquences sur leur vie sociale. Professeur, fibromes et grossesse sont-ils compatibles? Est-ce qu'il est possible de tomber enceinte lorsqu'on a un fibrome?
Oui, il est possible de tomber enceinte lorsqu'on a un fibrome. C'est possible, à condition que ce soit un fibrome qui ne soit pas trop gros pour obstruer la cavité utérine. J'explique, l'utérus, c'est cet organe musculeux, membraneux, l'utérus qui sert à recevoir l'œuf quand il est formé dans la trompe. L'œuf arrive dans l'utérus, se développe et à la fin de la grossesse, cet fœtus est expulsé. Donc voilà le rôle que joue l'utérus. Mais pour que l'enfant se forme, pour que l'œuf se forme au niveau de la trompe. La trompe, ce sont les organes qui partent musculo-membraneux, qui partent au niveau des parties latérales, partie supérieure de l'utérus, et dont le rôle essentiel est de la formation de l'œuf. Donc la trompe est le lieu de rencontre du gamète mâle et du gamète femelle. Et lorsque la rencontre se fait à fécondation, lorsque l'enfant est formé, l'enfant arrive dans la cavité utérine. Donc vous voyez que pour qu'il y ait grossesse, il faut un certain nombre de mécanismes, il faut un certain nombre de fonctionnements. Donc si c'est conduit, notamment pour la formation de l'œuf et pour que l'œuf descende dans l'utérus, si ces conduits sont obstrués par le volume important du fibrome, il n'y aura pas de fécondation. Ou du moins, si le conduit, la cavité dans laquelle l'enfant se développe, c'est-à-dire l'utérus a une cavité virtuelle, donc si cette cavité est obstruée par le gros fibrome, il y aura avortement. Donc il n'y aura pas effectivement de grossesse. Mais si c'est petit, si ce fibrome est petit, il n'obstrue pas la trompe, il ne gêne pas le développement de l'enfant, donc la grossesse peut se poursuivre et la femme accoucher. Donc nous voyons effectivement des femmes qui ont des fibromes, qui tombent enceintes et qui accouchent. Cependant, lorsqu'il est trop gros ou lorsqu'ils sont trop nombreux, c'est là où les problèmes commencent. C'est là où on rentre dans le stade de complications, notamment l'infertilité. Effectivement, lorsqu'il empêche que la semence de l'homme monte pour aller trouver la semence de la femme au niveau du tiers externe de la trompe, il ne peut plus y avoir fécondation. Donc, elle devient infertile, n'arrive pas à coucher. Ou lorsqu'il empêche que l'enfant étant formé, il vienne maintenant s'implanter dans l'utérus pour se développer à cause du fait qu'ils sont nombreux, il est trop gros, donc il y aura avortement. Effectivement, lorsque les fibromes sont nombreux et plus gros, la femme commence à avoir un problème de fertilité. Alors, docteur, est-ce que les fibromes font gonfler le ventre à l'image d'une femme enceinte? Et pourquoi? Effectivement, parce que nous notions, peut-être que nous n'avons pas énoncé, des complications d'ordre esthétique. C'est-à-dire un développement important de l'abdomen. Nous avons eu un cas il y a 2 ans, une dame qui était venue en consultation pour grossesse. Hein. Elle venait pour débuter, comme on dit, sa consultation, son contact prénatal. Et malheureusement, lorsque nous faisons l'échographie, nous sommes tombés sur un volumineux myome utérin. Et à ce moment-là, la seule solution pour elle, c'était qu'on fasse l'ablation de ce myome. Donc, c'est comme le disait le professeur, le myome utérin est sous la dépendance des hormones. Dans tous les contextes, tous les facteurs qui feront en sorte que ces oestrogènes soient sécrétés en abondance va favoriser ce qu'on appelle le développement important des fibromes. Alors, en dehors du ventre qui se gonfle, est-ce que la patiente a également des nausées comme une femme enceinte? On peut avoir des nausées, surtout lorsque nous avons par exemple une complication que nous n'avons pas peut-être décrit, c'est la nécrobiose. La femme peut ressentir des nausées et surtout, comme je vous disais tantôt, le fibrome appuie sur l'appareil digestif lorsqu'il est gros. Donc à ce moment-là, nous pouvons avoir des remontées, des nausées et surtout l'asthénie. Pourquoi? Parce que n'oublions pas que le fibrome est nourri par le sang. Le sang qui est apporté au niveau de l'utérus, ce sang-là n'est plus seulement pour l'utérus, il est en même temps pour l'utérus et puis ce gros fibrome qui est en train de se développer. Donc, de ce fait, le fibrome, justement, peut entraîner des développements importants et entraîner une complication esthétique. Ce sont des femmes qui sont gênées par leur apparence.
elles ne peuvent plus se vêtir normalement parce que le fibrome est tellement volumineux. Professeur, l'opération est-elle la seule solution pour retirer les fibromes? Alors, dans notre contexte, au Gabon et en Afrique subsaharienne, en dehors de quelques pays, pour des fibromes qui sont compliqués, parce que, comme l'a dit le docteur Biquet, le fibrome ne peut être opéré que lorsqu'il commence à être parlant, ce qu'on appelle lorsqu'on est dans le stade de complication. Quand on est dans le stade de complication que nous avons cités, qui sont peut-être abordés, c'est en ce moment-là que le médecin est obligé d'intervenir pour opérer. On n'opère pas quand il est petit, quand il ne saigne pas ou bien quand il n'y a pas de complications, on surveille. Mais quand on est au stade de complication, c'est en ce moment-là effectivement qu'on est obligé d'intervenir. Malheureusement, dans le contexte, ici, l'opération, la chirurgie reste le seul moyen, effectivement, pour pouvoir soulager de manière assez longue, suffisamment, parce que le traitement médical calme un peu les symptômes. Le traitement médical est symptomatique, mais c'est la chirurgie qui non seulement vient calmer les symptômes, mais aussi peut faire en sorte que la femme puisse peut-être retrouver sa fertilité, ou du moins qu'il n'y ait plus des symptômes pendant au moins 1 an ou 2 ans. Donc, effectivement, dans notre contexte, c'est la myomectomie, le fait d'enlever les myomes, on appelle ça la myomectomie, ou l'hystérectomie, le fait d'enlever l'utérus, qui va régler le problème lorsque les fibromes sont compliqués. Cependant, ailleurs, dans d'autres pays, comme par exemple en Afrique du Sud, ou bien en Côte d'Ivoire, là, ou en Occident, il y a d'autres traitements. Il y a ce qu'on appelle l'embolisation. L'embolisation de l'artère utérine. C'est-à-dire que il faut d'abord avoir une pratique technique, avec un certain instrument. On essaye d'obstruer, comme l'a dit le docteur Biquet. Il y a des vaisseaux qui nourrissent le fibrome. Il y a des vaisseaux, le sang. D'ailleurs, tous les organes de l'organisme se nourrissent de sang d'oxygène. L'oxygène, parce que le sang transforme l'oxygène. Donc, le fibrome, quand il grossit, c'est parce qu'il reçoit le sang et l'oxygène. Donc, les cellules se multiplient et se grossissent. Donc, si on obstrue ces vaisseaux, avec un certain nombre d'instruments qu'on appelle embolisation, on obstrue le vaisseau, le fibrome ne va plus recevoir le sang, donc il va commencer à diminuer, à nécroser. On appelle ça l'embolisation artérielle. Malheureusement, nous n'avons pas cette période technique ici, et le personnel n'est pas formé pour ça. Là, c'est fait par exemple en Côte d'Ivoire. Donc, il y a d'autres traitements d'embolisation artérielle. Il y a aussi ce qu'on appelle l'IFU. L'IFU, c'est-à-dire que les ultrasons focalisés de haute intensité. C'est comme l'échographie. Avec ça, on localise le myome et on localise le myome et on augmente l'intensité des ultrasons qui vont tellement chauffer que ça va brûler le myome. Ces traitements existent dans d'autres pays. On appelle ça IFU. C'est pas douloureux puisqu'avant de commencer, il y a l'anesthésie locale. Il y a l'anesthésie locale. Même l'embolisation n'est pas douloureuse. Mais on n'endort pas les patients. On fait l'anesthésie et on va avec l'IFU, donc ultrason, on calcule et on chauffe les ondes qui vont chauffer juste à l'intérieur du fibrome et le fibrome sera détruit. Donc ces traitements existent aujourd'hui qui sont une alternative à la chirurgie. Mais ces traitements se font dans d'autres pays et ces traitements se font bien évidemment pour des fibromes qui ne sont pas très gros et quand il n'y a pas trop de fibromes. Or, dans notre contexte, nous avons surtout des gros fibromes et des fibromes qui sont nombreux et qui malheureusement le plus souvent doivent se terminer par soit on essaie d'enlever les fibromes si on peut ou sinon par une hystérectomie, c'est-à-dire enlever l'utérus. Et justement, nos équipes ont eu l'occasion de vivre en direct une opération d'une patiente atteinte du fibrome. L'opération s'est déroulée au service de gynécologie du CHUL. La découverte est signée Dina Mohamed, le tamiseur en chef, et Fernand de Zanvé. Bonjour, je suis le docteur Ngumvengu Kevin, gynécologue obstétricien au CHU de Libreville. Donc ce matin, nous sommes au bloc opératoire à la nouvelle maternité du CHU de Libreville pour une myomectomie. Donc il s'agit donc de l'exérèse chirurgicale de myome
chez une patiente de 41 ans. Suivez-moi, nous allons voir la patiente. Donc ici, nous sommes au niveau de la salle de préparation des malades, d'accord? Donc c'est une salle qui permet de préparer les malades. Nous allons commencer à chirurgie à proprement dit, nous allons faire une incision transversale, d'accord? Comme il s'agit d'un petit utérus, donc on va facilement le sortir. On fera une incision transversale pour que la cicatrice ne soit pas visible. Donc nous sommes partis. Incision. Nous sommes partis. 10h10. Donc là, nous allons ouvrir progressivement jusqu'à accéder à la cavité abdominale. C'est pas un problème de contact, touchez un peu le contact. Ok. Donc là, nous sommes en train de disséquer les différentes parties de l'abdomen avant d'accéder à la cavité abdominale à proprement dit. Donc là, nous y sommes presque. Ok. Tiens, on va ouvrir de proche en proche. Il y a les anses en bas. Est-ce qu'on doit aller plus bas? Je ne pense pas. Écartement. Ok. Ok, c'est bon. Donc là, nous sommes dans le ventre, c'est bon. Alors, on va refouler les anses. Je cherche mon utérus que je vais extraire là. Faire sortir. Bon. C'est petit noyau comme ça là. Ok. Je pensais que c'était plus gros que ça. J'aime pas les champs là parce qu'il y a les fibres. Venez, avancez. Venez. Non, sans toucher la table. Ne touchez pas la table. Venez, avancez. Donc voici notre utérus là, d'accord? L'utérus est là. Ici, nous avons la trompe gauche, avec ici l'ovaire gauche, et qui est en ovulation. Donc la petite que vous voyez là, c'est l'ovaire en train d'ovuler. Donc ici, nous avons un myome, ici. Nous avons quelques petits myomes là, mais la plupart des autres sont à l'intérieur. Donc ça, tout ce que vous voyez blanc comme ça là, ce sont des myomes, d'accord? Une fois de plus, myome, fibrome, c'est la même chose. Mais elle a un gros à l'intérieur qui fait saigner. Donc on va retirer tous ces myomes là. Et ensuite, on referme partie par partie. Vas-y. Il est calcifié, il est dur. Donc c'est ce myome-là qui a une consistance, qu'on dit nécrobiosée, donc qui entraînait le saignement au niveau donc qui entraînait toute la symptomatologie qu'elle avait, donc le saignement. C'est ce noyau qui était à l'intérieur dans la cavité utérine qu'on a retiré, qui mesure environ 5 cm de grand axe. Nous avons terminé la fermeture. Bon, il va nous rester
la sous-peau et la peau sur laquelle on va faire donc ce qu'on appelle un surjet. Donc c'est une cicatrice. On va faire vraiment une fermeture esthétique de telle sorte à ce que la cicatrice ne se voit pas. Parce que ce que la patiente retient, c'est essentiellement la cicatrice. Donc il faut lui faire une belle cicatrice parce que c'est ça qui va rester pour la patiente. Après cette immersion vraiment assez difficile à vivre, Fernande nous a rejoint sur le plateau. Fernande, bienvenue sur le plateau. Merci, de Sentez-vous bien. Abifan. Alors, immersion au service gynécologie du CHUL. Vous êtes allé jusqu'en salle d'opération. Vous avez vécu en live le retrait des fibromes d'une dame. Dites-nous un peu comment ça s'est passé, comment vous avez vécu cette opération. Alors, c'était assez impressionnant. Déjà, on a apprécié l'accueil du personnel déjà de ce service et on a été impressionné par ce qui s'est passé. C'était près de 2 heures d'opération et on a vu plusieurs corps se relayer. On a commencé par les anesthésistes qui ont expliqué avec des termes un peu plus ou moins simples comment ils devaient procéder pour endormir la patiente pendant le temps de l'opération. Elle a été participative, la dame. Il faut dire que cette quarantenaire a déjà passé 11 ans d'infertilité, puisque son dernier enfant à l'âge de 11 ans aujourd'hui. Et donc, elle a voulu vraiment se faire opérer pour pouvoir, on va le dire, pallier à un problème qui la gêne beaucoup. Et donc, ça a été vraiment difficile pour l'équipe de production de pouvoir réaliser, parce qu'au bout de 45 minutes, un des cadres a dû laisser l'appareil parce que les images étaient assez fortes. Il faut le dire, constater que ces myomes existent réellement, ces fibromes existent réellement dans le corps des femmes. Ça n'a pas été facile pour ce cadreur, mais on se rend bien compte que c'est une maladie qui touche plusieurs femmes à travers le Gabon et qui aujourd'hui peut être un problème de santé publique. Et il est important pour nous, en tant que reporters, de pouvoir faire vivre ces réalités aux téléspectateurs. Ça n'a pas été facile, mais on a quand même pu tenir le coup durant les 1h30 et on a eu la participation du gynécologue docteur Kevin Bouvet qui nous a expliqué de façon simple comment il a procédé à sortir de cet organisme ces différents corps étrangers qui n'ont pas permis à ces dames d'enfanter durant 11 ans. Et donc, on ne peut que dire que c'est un phénomène réel de la société gabonaise et qu'il faut vraiment en parler. Et on s'est aussi rendu compte que plusieurs femmes peuvent souffrir d'un mal, mais lorsqu'elles ne consultent pas, on ne peut pas véritablement connaître l'origine de cette pathologie. En tout cas, chapeau à toute l'équipe de production. Professeur, je reviens vers vous quand même pour savoir, à la suite de ce type d'opération, est-ce que le problème est réglé? C'est-à-dire que la femme sort du bloc, fibrome retiré, et à la suite, elle ne va plus en souffrir, ou bien quelques mois après, le fibrome revient? Alors, à la suite de ce genre d'opération, le problème est réglé. D'abord, les symptômes. Lorsqu'on a bénéficié d'une myomectomie, c'est-à-dire l'ablation des myomes, les symptômes disparaissent. Les symptômes disparaissent et la femme retrouve une hygiène de vie acceptable. Et maintenant, il faut dire que le travail que nous avons fait, les 2 principales raisons pour lesquelles les médecins opèrent, c'est effectivement, comme je l'ai dit, c'est le fait que les femmes veulent faire des enfants. C'était le cas, par exemple, de cette femme-là, elle veut faire des enfants, parce qu'elle n'arrive plus à faire des enfants. Mais on ne sait pas si c'est le fibrome qui est à l'origine de ça ou c'est nos problèmes. Mais on se rend compte que les femmes qui veulent faire des enfants ont souvent des problèmes de fibrome, comme le cas de cette dame-là. Donc, les principales raisons pour lesquelles on les opère, parce que soit elles veulent faire des enfants, soit parce qu'elles saignent abondamment pour sauver leur vie. Voilà pourquoi on les opère. Et on se rend compte qu'après les avoir opérées, le travail que nous avons fait sur 3 ans, on se rend compte que parmi celles qui ont été opérées là, 14%, donc une femme sur 10 arrive à tomber enceinte. Donc 14%, parmi celles qui tombaient, 14% arrivent à tomber enceinte, même si dans l'étude, il y a eu beaucoup de pertes de vue. Mais celles qui sont revenues nous voir, il y a eu 14%. Donc, effectivement, le problème est réglé. Il y en a qui arrivent, les symptômes disparaissent, et il y en a qui sont sauvés parce que si on a opéré pour hémorragie, on sauve sa vie.
Maintenant, si on est opéré parce qu'elle veut faire des enfants, il y a au moins 14% qui tombent enceintes. Ça, c'est déjà, le problème est réglé. Maintenant, ce qui se passe, malheureusement, comme je vous l'ai dit, dans les causes qui favorisent, dans les facteurs étiologiques, il y a, on a dit le problème hormonal, il y a aussi le facteur génétique. Et ce qu'on s'est rendu compte qu'après les avoir opérés, si l'enfant ne vient pas, parce que malheureusement, l'enfant ne peut pas venir, dans les 3 ans ou dans les 5 ans, les myomes reviennent. Voilà. Donc l'étude que nous avons faite, après près de 2 ans, il y a à peu près 16% des femmes, ou bien 16 à 20% qui ont encore eu des myomes. Parce que les enfants ne sont pas venus. Donc, après avoir opéré, si c'est pour sauver la vie, il n'y a pas de souci. Ces myomes-là peuvent revenir, mais ils ne sont pas symptomatiques encore parce qu'ils sont petits. Mais si c'est pour faire les enfants, il faut que quand on est opéré, qu'on fasse tout pour faire rapidement l'enfant. Sinon, dans les 3 ans à 5 ans, les myomes peuvent revenir, mais quand ils reviennent, ils ne sont pas encore par là. C'est après, si grossissent, qu'ils vont s'en venir. Donc, effectivement, la solution est souvent trouvée, même si dans quelques situations, si on ne fait rien, la maladie peut revenir dans les 3 à 5 ans, d'où la nécessité de se faire surveiller par les médecins. Alors, docteur Biquier, les myomes peuvent revenir, dit le professeur. Est-ce à dire qu'on ne guérit pas les fibromes? Est-ce que c'est une maladie qu'on vit avec toute la vie? Comme le disait tantôt le professeur, il y a une susceptibilité individuelle. Donc, il y a les facteurs hormonaux et surtout les facteurs génétiques. Quelque chose qui est dans votre gène, on ne peut pas forcément en guérir. Il faut aussi savoir que, hormis ça, lorsque nous opérons, comme a dit la dame, nous créons ce qu'on appelle des plaies au niveau de l'utérus en fonction du nombre de myomes. Donc, parfois, en créant ces plaies, et pour ne pas trop blesser l'utérus, et on peut aussi dire par mégarde, on peut laisser quelques petits myomes. Vraiment petits, des tout petits, de 1 cm, de la taille d'un pois, qui malheureusement, au bout de 5 ans, deviennent un peu plus gros et créent ce qu'on appelle la récidive. Donc cette récidive-là, c'est le fait que le myome revienne. Ça peut revenir, comme le disait par le professeur, du fait de la constitution génétique, mais ça peut aussi revenir parce qu'il y a eu certainement des petits myomes qui sont restés lors de l'intervention et qui, au fur et à mesure, vont évoluer vers des myomes un peu plus gros. Alors, professeur, il y a également la ménopause chez la femme. Est-ce que la ménopause permet de faire régresser les myomes? Bien sûr, c'est même ça, justement, dans les constats qui nous font dire que le myome est influencé par les hormones, parce que une femme qui n'est pas ménopausée, qui a les fibromes, par exemple les fibromes qui apparaissent autour de 49-50 ans et que la femme arrive en ménopause, on s'est rendu compte que ces fibromes finissent par régresser. Donc une femme ménopausée et qui a des fibromes, le plus souvent on ne touche pas parce que les hormones sont parties. Ménopause signifie que les 2 principales hormones que la femme sécrète sont parties, ont diminué. Donc ces hormones n'agissent plus au niveau des récepteurs de ces cellules pour qu'il y ait prolifération des fibromes. Effectivement, une femme ménopausée va voir ses fibromes régresser, diminuer et ne plus être symptomatique. Et c'est ce qui nous conforte dans notre idée selon laquelle le fibrome est influencé par les hormones. Avant la puberté, c'est rare de voir les jeunes filles les jeunes filles qui n'ont pas encore des règles avoir des fibromes. Et donc, c'est même rare de voir les jeunes filles qui ont 20 ans d'avoir des fibromes. Donc, ça veut dire que quand les hormones arrivent, les fibromes arrivent. Quand les hormones partent, les fibromes ici également disparaissent. J'avais une question à poser au docteur et au professeur. Souvent, il y a des facteurs externes. Plusieurs personnes pensent que c'est peut-être l'hygiène de vie qui pourrait être à l'origine de cette pathologie, notamment les produits cosmétiques ou encore les mèches. Certaines personnes penseraient que ce serait peut-être la cause de l'arrivée des fibromes dans le corps de la femme. Les serviettes hygiéniques qui ne sont pas toujours fabriquées dans les normes. Est-ce qu'on peut avoir quelques explications? Merci pour la question. Nous allons dire que la survenue de fibromes, nous allons le répéter,
d'ordre génétique, d'ordre hormonal. Mais à cela, on peut ajouter des facteurs qui favorisent, en fait des facteurs qui sont à l'origine de la surproduction des oestrogènes. Effectivement, donc il y a des molécules ou des compositions qui sont dans les plastiques, des phthalates, qui sont à l'origine, par exemple, dans une moindre mesure de la fabrication de cette hyperoestrogénie. Nous avons aussi noté certains facteurs, comme le disait, l'obésité. Donc, généralement, lorsqu'on est obèse, c'est parce qu'il y a une alimentation qui en découle. Donc, une alimentation riche en gras, riche en sucre, des sucres industriels, peut favoriser la survenue, déjà avec les origines génétiques, mais cette alimentation riche en sucre peut favoriser la survenue des myomes et surtout leur évolution rapide. Donc, il faut éviter de manger trop gras, trop sucré. Il faut éviter dans la littérature, on parle des jus à base de soja. Donc, il faut éviter tout ce qui est hyperglycémie, parce que quand on a une hyperglycémie, c'est-à-dire on a consommé trop de sucre, trop de chocolat, il y a une hormone dans notre organisme qui est synthétisée, qui est produite, qu'on appelle l'insuline. Cette hormone vient pour baisser le taux de sucre à des valeurs normales. Mais en baissant le taux de sucre à des valeurs normales, étant donné que c'est une hormone, cette hormone va agir sur tous les organes qui ont ces récepteurs, dont notamment les organes au niveau des ovaires, qui vont entraîner cette production exagérée des oestrogènes. Et qui dit production exagérée des oestrogènes dit influence sur le muscle utérin, et sur le muscle utérin, donc formation de ce qu'on appelle des fibromes. Et il y a aussi des molécules, on va dire des facteurs qui protègent notamment le fait de faire un peu plus d'enfants et surtout la consommation, on va dire, des aliments riches, les légumes. Il faut consommer beaucoup de légumes parce que dans les légumes, il n'y a pas tout ce qui est gras, tout ce qui est sucre dans les légumes. Il faut en consommer beaucoup. Il faut en consommer des aliments qui sont riches en oméga 3, en oméga, c'est-à-dire les poissons, la sardine, le mulet. Ce sont des poissons qui protègent en fait contre la prolifération des myomes. Et puis il y a aussi des molécules comme, on va dire, la nicotine. Même si nous ne sommes pas là pour encourager le tabac, mais il existe un effet protecteur de la nicotine sur la survenue des myomes parce que la nicotine est anti-oestrogène. Donc, c'est un peu ces facteurs-là que nous conseillons à nos dames lorsqu'elles ont des myomes d'essayer pour, non seulement pour prévenir, mais pour essayer de stopper leur progression en gros myome. L'émission qui vous rend acteur de votre santé se poursuit. Place à la rubrique questions du public. Comment faire pour éviter les fibromes? Comme nous l'avons dit, comme Dr Biquet l'a dit, en dehors de l'hygiène de vie, on commence toujours par l'hygiène de vie. Et même pour éviter la plupart des maladies. Ou du moins, quand on a une maladie, pour éviter que cette maladie ne se complique, des maladies chroniques, des maladies cardiovasculaires, il faut que nous revenions à une bonne hygiène de vie, l'alimentation naturelle, les légumes, manger les légumes, prendre les fruits. Ça, c'est très important parce que ça évite de trop manger les aliments qui ont les hormones pour prendre beaucoup de poids. Il faut aussi l'activité physique, l'activité sportive. C'est extrêmement important. L'activité sportive a beaucoup de facteurs bénéfiques dans notre vie de tous les jours. Évite beaucoup de maladies parce que ça joue sur notre santé.
comment on la contracte pour qu'on soit averti et puis ça peut nous aider à nous préserver. D'abord, on ne contracte pas le fibrome. C'est une tumeur qui naît dans notre organisme. Donc, il n'y a pas de mécanisme qui va faire en sorte qu'on ne l'ait pas. Comme nous l'avons dit plus haut, il y a des facteurs, c'est multifactoriel. Les facteurs génétiques, les facteurs hormonaux, vous n'allez pas trouver les myomes chez les hommes parce qu'ils n'ont pas nos hormones. Donc, et chez les enfants qui ne sont pas encore à la puberté, nous n'allons pas trouver les myomes. Donc, c'est hormonal. Et pour ce faire, nous n'avons pas trop de moyens de prévention parce que nous ne savons pas exactement, il faut le dire, comment naît le fibrome. Est-ce qu'il y a un autre moyen de traitement hormis l'opération en fait? On ne traite pas un fibrome lorsqu'il n'est pas parlant. Il faut qu'il soit parlant pour qu'on commence à le prendre en charge ou bien dans des cas particuliers. Bon, malheureusement, quand il commence à être parlant, ça veut dire que quand on est déjà au stade de complication, en dehors des traitements, il y a des médicaments qu'on peut donner. On peut donner des médicaments, on peut donner des comprimés, on peut donner des injections qui vont retarder sa progression et qui vont diminuer, qui vont provoquer la disparition des symptômes dont la personne pourra aller au travail, mener une vie plus ou moins normale. Les médicaments, à un moment donné, ces médicaments ne vont plus suffire. Il faudra forcément aller opérer. Dans le contexte, il faudra forcément aller opérer. Maintenant, comme je le dis, ailleurs, il y a d'autres moyens. Lorsque les traitements médicaux, les comprimés ou les injections ne suffisent pas, il y a ce qu'on appelle l'embolisation artérielle. C'est-à-dire qu'on peut détruire le fibrome en injectant les particules dans le vaisseau qui nourrit le fibrome. On injecte les particules bouchent le vaisseau et le fibrome n'est plus nourri par le sang et le fibrome diminue, il se nécrose. Comme on peut également utiliser le traitement qu'on appelle l'AIFU, c'est comme si c'était une échographie qui fait chauffer le fibrome et il va détruire le fibrome. Donc maintenant, malheureusement, ce traitement, nous ne les avons pas au Gabon. Ces traitements se font dans des pays développés ou comme des pays comme l'Afrique du Sud. Voilà, donc au Gabon, nous avons le traitement médical, les comprimés, les injections. Quand ça peut aller, la personne peut mener une vie acceptable. Mais si, à partir du moment où ce traitement médical ne suffit pas, il faut forcément aller opérer. Et parmi les opérations, il y a d'abord la myomectomie. Ça veut dire qu'on enlève les myomes. Et malheureusement, quand c'est trop gros, ou quand la femme a un certain âge, elle a fait ses enfants, on peut faire l'hystérectomie, on enlève l'utérus, comme ça, elle est tranquille. Professeur, quelle est la différence entre myome et kyste? Alors, la différence entre myome et kyste, je rappelle rapidement, le myome se développe dans l'utérus. L'utérus, c'est cet organe qui sert à recevoir l'enfant. L'enfant se développe dans l'utérus et à l'expulser à l'accouchement. C'est l'utérus. Alors que le kyste se développe au niveau de l'ovaire. L'ovaire, il y a deux ovaires de part et d'autre de l'utérus. L'ovaire est cet organe qui produit les ovules. L'ovaire est l'organe qui produit la semence de la femme. Donc, qui produit les ovules. Et l'ovaire est l'organe qui fabrique les hormones de la femme, les oestrogènes, la progestérone. Donc, ces ovaires sont de part et d'autre de l'utérus et sont en contact avec les trompes. Et ce sont des trompes qui constituent le lien entre l'utérus et les ovaires. Le kyste se développe au niveau de l'ovaire. Le fibrome se développe au niveau de l'utérus. C'est la différence. Pour finir, quelques conseils à prodiguer. On va commencer par le docteur Biquet. Quelques conseils. Nous allons commencer par remercier Gabon Première pour cette occasion qui nous est faite de parler des myomes. Et en conclusion, ce que nous demandons aux femmes, c'est de consulter. Chaque femme connaît son corps, comme on le dit vulgairement. À la moindre inquiétude, à la moindre modification de son corps, il faut consulter. Parce que de la même manière que nous faisons la sensibilisation
sur le cancer du sein, l'autopalpation. C'est de la même manière que je conseille aux femmes de s'auto-palper la région pelvienne. Parce que le fibrome est une tumeur, donc c'est une boule. Lorsque la dame a vu au bloc opératoire, on a extirpé une boule. Donc, et cette boule-là est ferme. Donc, c'est une boule ferme. Donc, lorsque nous faisons l'autopalpation de la région pelvienne, nous-mêmes, en tant que femmes, nous pouvons ressentir cette boule-là. Donc, je conseille aux femmes de toujours souvent s'autopalper et je conseille aux femmes, à la moindre modification, comme je le disais, de son cycle menstruel, c'est-à-dire les règles qui deviennent abondantes, alors que 3 mois auparavant, on réglait normalement. Les règles qui durent par rapport au temps requis qu'on faisait, ou des douleurs pelviennes. Professeur, conseil pour finir? Merci. Je crois que le docteur Biquet a tout dit. Je serai bref. Régime, hygiène de vie, j'insiste là-dessus, activité physique régulière. Voilà qui est dit, professeur Pamphile Assoumou Obian, docteur Pélagie Nadège Biquet Obian, épouse Bécalé, merci de votre disponibilité. Sentez-vous bien, s'achève Fernande. Merci également pour cette belle découverte. On se retrouve très bientôt, Fernande, pour une autre découverte. Notre découverte. Dans un autre plus service, passionnante, évidemment. exactement. Alors, chaque jour est une vie. Mesdames, prenez soin de vous. N'hésitez pas à consulter en cas de bobo. Sentez-vous bien, c'est fini. Merci à toute l'équipe et les programmes de Gabon Première se poursuivent.